On revient pour la suite avec nos experts, Joachim Italaké, Valentin Komi Mayaba et puis Louis Kamako, les chefs de la diplomatie de 3 pays d'Afrique de l'Ouest, dirigés par les militaires à la suite de coups d'État. Je veux parler du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. Se sont rencontrés, c'était jeudi 9 février à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé, a annoncé le gouvernement burkinabé. Quel est l'objectif de cette rencontre? On va écouter la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rwamba, et on revient pour la suite. Soucieux du principe d'équité, ils ont convenu de mutualiser leurs efforts et d'entreprendre des initiatives communes pour la levée des mesures de suspension et auto-restriction. En termes de perspective, les points suivants ont été retenus. La facilitation de la fourniture en hydrocarbures et en énergie électrique entre les 3 pays. Le développement du commerce et des transports depuis le port de Conakry jusqu'au Burkina Faso en passant par le Mali. L'organisation de l'exploitation minière entre les 3 pays. La mobilisation des ressources nécessaires en vue de réaliser le projet de construction du chemin de fer Conakry-Bamako-Ouagadougou. Alors, Joachim Italaké, vous avez écouté tout à l'heure la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rwamba. Elle a parlé d'abord, on va étudier pas par pas de la levée des sanctions contre les 3 pays, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Ça urge. Oui, moi j'aime souvent cet adage qui dit qui se ressemble, s'assemble. Et donc aujourd'hui, ces 3 pays sont les pays isolés de l'Afrique de l'Ouest qui aujourd'hui, on considère comme des pays de base ou des prémices de révolution en Afrique de l'Ouest contre, je peux dire, l'impérialisme ou encore une fois contre les intérêts d'autres pays qu'on ne saurait pas dire ouvertement. Vous savez, l'Afrique entière est fière de constater quand même qu'il y a une certaine volonté qui anime les dirigeants comme le Mali, le Burkina et la Guinée. Pourquoi l'Afrique est fière? Parce que vous savez, il faut commencer toujours par quelque part. Il faut toujours commencer, lorsqu'on cherche une volonté de souveraineté, il faut toujours émettre une volonté quelque part. Et je peux vous rassurer, dans les temps à venir, vous allez vous rendre compte simplement qu'il y aura quand même des pays qui vont chercher à se rallier à ces 3 pays qui sont déjà sur la liste des pays reconnus comme tels dans notre pays, dans la sous-région. Alors, les mesures qu'ils réclament qu'on suspende, c'est de bonne guerre. Parce que si la CEDEAO est une CEDEAO des peuples, toutes ces mesures pèsent sur le peuple. Je trouve simplement, quand même, à un moment donné, même si les règlements ou le règlement intérieur au sein de cette CEDEAO les imposait certaines sanctions, il faudrait à un moment donné revoir la manière de sanctionner parce qu'on se réclame du peuple et en même temps on sanctionne ce peuple. Parce que vous savez, ceux qui sont au pouvoir, je le dis toujours, qui ne sentent pas en réalité ces mesures, ces sanctions qu'on donne. La levée des sanctions, c'est aussi donner libre cours au coup d'État en Afrique de l'Ouest. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Moi, je ne vois pas ça sur cette lancée-là. Pourquoi je ne le vois pas ainsi? Parce que je me dis que si tout va bien, je ne crois pas qu'il y aura coup d'État. C'est parce qu'il y a un problème quelque part que quelque chose intervient. Alors, si tout se passe bien et que tout est en norme, je crois que les coups d'État vont s'éliminer. C'est un faux débat lorsqu'on dit, bon écoutez, il faut mettre toutes les restrictions, toutes les mesures en place pour permettre aux États africains de pouvoir ne pas être à la merci des coups d'État. Moi, je trouve que c'est un faux débat. Vous ne pensez pas que c'est aussi un faux débat, les coups d'État? Parce que ce qu'on nous brandit souvent, au Mali, par exemple, on parle de la corruption. Sous Ibeka, il y a toujours la corruption, on en a parlé récemment. Au Burkina Faso, on parle de l'insécurité, selon les rapports. C'est plus que le moment du président démocratiquement élu, Roch Marc Christian Kaboré, et du premier putschiste, Paul-Henri Sandaogo Damiba.
Même en Guinée, on parle de restrictions, de droits de l'homme et autres. On en trouve toujours. Hein. Je vous donne un exemple précis. Nous avons débattu ici d'un sujet très important lié à la vice-présidente de l'Union européenne qui a été impliquée dans une situation, dans une malversation financière. Alors que l'Union européenne se réclame un pays ou des pays qui sont hautement démocratisés. C'est pour dire quelque part que la notion de la corruption, on en trouvera forcément. Mais c'est le niveau de degré de cette corruption-là qui va vraiment poser problème. On cherchera par tous les moyens à éradiquer la corruption sous toutes ses formes, mais on aura toujours des délinquants qui vont, excusez-moi le thème, qui vont toujours insister dans la manière de faire les choses. C'est pourquoi moi je dis, il faut forcément assainir la gouvernance au sein de nos pays africains, surtout sous-région africaine, afin d'éviter certains coups d'État qui sont acclamés par le peuple. Je dis au peuple parce qu'une partie du peuple qu'on considère à 1 million est aussi peuple. Alors, il faudrait aller au-delà de cette réflexion et dire que l'Union européenne, cette organisation elle-même, devrait elle aussi revoir sa manière de faire les choses. Pourquoi je le dis? Parce que on ne la sent pas en tant qu'organisation africaine, en tant qu'organisation entière de l'Afrique. L'Union africaine, vous voulez dire? Oui, vraiment, on ne sent pas cette union comme on devrait la sentir. On se réclame d'avoir une banque qui va coordonner toutes les activités de l'Afrique, mais on n'en a pas, on n'en a jamais vu. On se réclame une certaine souveraineté africaine, mais on n'en a jamais vu. Alors l'Union africaine existe de nom, mais quant à ce qui concerne des sanctions qu'il faut prendre à l'encontre des pays, elle est prête à le faire. Alors ici, il faut toucher du doigt cette réalité et que nous puissions inviter les responsables, sinon cette organisation, la CEDEAO et l'Union européenne, à revoir leurs décisions par rapport à ces trois pays, parce qu'ils constituent aujourd'hui une ossature pour donc la liberté économique de la sous-région. Alors l'axe Conakry, Bamako, Ouagadougou, on voyait cela venir depuis quelque temps, comme Valentin Mayaba, même si on demande la levée des sanctions, il y en a d'autres également qui sont formulées à travers la ministre Olivier Arouamba. On va encore avec vous parler de la levée des sanctions contre ces trois pays. Je pense que c'est bien demandé aujourd'hui de la part de ces pays. Non, ça, comme vous l'avez su, je crois que ces trois pays aujourd'hui forment un corridor. Comme vous voyez déjà, ils sont en train de se muer à une fédération. Et cette fédération, même si ce n'est pas de façon officielle que cela se fait, ça se remarque dans la pensée de la plupart des analystes pour dire qu'aujourd'hui, les trois pays sont sanctionnés parce qu'il y a un coup d'État. Et comme nous l'avons su et nous le disons tous les jours, et rester à une assise ou à une réunion de ce genre, à une rencontre de ce genre, ne pas éventuellement évoquer des questions de levée des sanctions, serait comme peut-être aller amuser la galerie quelque part. Et je me dis également que aussi il y a un aspect il ne faut pas oublier, puisque quand on parle de la levée des sanctions, c'est bien à mon avis, mais aujourd'hui il faut aussi noter que ces sanctions ne sont pas brandies par la CEDEAO parce que tel a ceci. Parce que ces trois pays aussi ont signé cette charte de la CEDEAO dans laquelle on demande que au cas où il y a un coup d'État, voilà les sanctions qui ont été prises. Mais ce qui me réjouit d'ailleurs, c'est lorsque les trois ministres des Affaires étrangères sont retrouvés, ils ont d'abord parlé de la transition politique et du retour à l'ordre constitutionnel dans la paix ou dans la stabilité. Parce que ne pas l'évoquer, quand on voit cette litanie, on peut penser en même temps qu'on pense à s'éterniser au pouvoir. Heureusement, ils l'ont dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ils l'ont dit, ils l'ont évoqué. Ils ont dit qu'ils vont voir dans quelle mesure ils vont arriver à l'ordre constitutionnel. Enfin, ils vont arriver à l'ordre constitutionnel dans
comment l'appelle-t-on, sans violence dans tous les cas, dans la volonté, pas la volonté du peuple. Aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, c'est des éléments, c'est des facteurs aujourd'hui qui favorisent, quoi qu'on dise, tout ce que nous avons, puisque la plupart des coups d'État qu'on dit, par exemple, quand vous prenez le Burkina, on dit que celui qui a connu ce coup d'État, c'est parce qu'il n'avait pas mis les moyens, il ne pouvait pas aller contre le terrorisme. Ils ont également évoqué cet aspect. Ils ont parlé du terrorisme, ils ont aussi parlé de comment l'appelle-t-on, de retour à leur continent dont je venais d'évoquer. Ça veut dire que tous ces panoplies d'aspects qu'ils ont évoqués, si on arrive à comprendre qu'aujourd'hui, c'est l'un des éléments, l'un des facteurs qui favorise les coups d'État, il est important de s'y réfléchir. Mais ce qu'on doit noter et qui est important dans cette rencontre, c'est que nous voyons déjà visiblement que ces trois pays-là sont conscients qu'il y a une situation anormale qui existe. Et donc cette situation anormale appelle à un règlement de conflit. Ce conflit ne peut pas se faire sans les acteurs importants. Quand je parle des acteurs importants, quand on prend la CEDEAO, où nous avons décrit ici que l'insuffisance ou l'état taciturne de la CEDEAO sur certaines positions de ces pays-là laisse à désirer. Et aujourd'hui, la CEDEAO, moi, à mon avis, quoi que vous dites, a revu un peu la copie parce que le coup d'État qui est intervenu au Burkina aujourd'hui n'a pas... Les sanctions qu'on avait infligées au Mali ne sont pas au même degré que celles qui ont été infligées au Burkina. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire comprendre aux gens, comme nous le disons, personne ne peut faire l'apologie des coups d'État. Mais c'est qui? Les gènes de ces coups d'État sont là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens savent qu'il y a cette affaire de gouvernance, il y a cette question d'élection que personne ne s'entend. On dit, bon, au nom du peuple, les gens ne sont pas élus, mais viennent au pouvoir. Ils font leur volonté, laissant de côté le peuple. Et donc, aujourd'hui, c'est tout un armada de questions qu'il faut mettre sur le tapis et décrypter un à un. Parce que, en tout état de cause, le Mali, le Burkina, la Guinée reste et demeure toujours les États membres de la CEDEAO. Et donc aujourd'hui, même si on estime que à des moments donnés, il y a eu beaucoup de torts qui ont été causés à ces pays parce qu'à un moment donné, moi je le dis, il faut respecter les textes qu'on s'est souscrits. Parce que quand on dit il y a coup d'État dans tel pays, il y a des sanctions bien évidemment qui doivent arriver. Si on dit lever les sanctions, voudrait dire qu'à un moment donné, il y a des efforts à leur niveau qui doivent faire aussi pour accompagner la levée de ces sanctions-là. Parce qu'on ne peut pas, à mon avis, la CEDEAO ne peut pas se lever un matin comme ça, dire qu'aujourd'hui, le Mali, il n'y a plus de sanctions. Au Burkina, il n'y a plus de sanctions. Parce qu'ils sont allés prendre un communiqué. C'est au vu des actions qui sont menées sur le terrain, au vu de la volonté politique, au vu des actions, au vu de toutes les actions qui ont été menées, qu'on constate et que la CEDEAO constate et dit ah mais ici il y a des efforts qui ont été faits et progressivement nous tendons vers là. Et maintenant, permettez ou éviter que ce qui s'est produit par rapport au coup d'État, qu'on puisse trouver des solutions un peu endogènes. Parce qu'à tout niveau, c'est ces problèmes de gestion, ces problèmes de corruption, c'est tout ce que vous connaissez là qui amène à ces coups d'État. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut que la CEDEAO commence à penser à ces paradigmes-là et justement trouver des solutions parce que au-delà de tout, les coups d'État demeureront quand il y a toujours ces vices-là au niveau de la gouvernance. Alors, Louis Kamako, ils ont également parlé des hydrocarbures et de l'énergie, sans oublier le développement des transports dans le pays. Mais on n'a pas souligné, surtout on n'a pas mis un accent particulier sur l'aspect sécuritaire qui gêne deux pays essentiellement, le Mali et le Burkina Faso. On sait que la Guinée est exempte de ces menaces terroristes. Je crois que dans ce genre de réunion, il y a ce qu'on appelle les dits et les non-dits. Donc les non-dits aujourd'hui, c'est de ça tu parles justement, l'aspect sécuritaire. On sait que les trois pays aujourd'hui sont les enfants de la même souffrance, c'est-à-dire qu'ils souffrent du même mal, l'insécurité et aussi le coup d'État. Et avec cette volonté acharnée là, des autorités des trois pays d'aider leur pays à retrouver ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté nationale, l'intégrité du territoire. Quand vous prenez un pays comme le Mali aujourd'hui, qui à un moment donné a voulu prendre son destin en main en demandant à certaines puissances coloniales en fait de quitter le sol, le Burkina Faso l'a suivi. En Guinée, on voit le colonel Doumbouya qui à un moment donné a résilié certains contrats avec certains multinationaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce sont des pays qui ont presque un destin commun. Et donc aujourd'hui,
le défi pour eux, c'est également d'arriver à sécuriser leur sol. C'est également d'arriver à redonner le territoire, que ce soit burkinabé, guinéen ou malien, aux Maliens, aux Guinéens, aux Burkinabés. C'est-à-dire que ils sont arrivés à une époque où ils veulent complètement mettre fin à ce qu'on appelle le néocolonialisme. Ils veulent mettre fin à ce qu'on appelle aujourd'hui l'impérialisme au XXIe siècle. Donc je crois que ça constitue aujourd'hui les non-dits. Maintenant, s'ils parlent de la levée des sanctions et tout, je crois que c'est ce que les peuples veulent écouter aujourd'hui. C'est ce que les gens veulent entendre. Donc ça, c'est un discours en réalité pour faire plaisir au peuple. Mais en dehors, eux-mêmes, ils ont un agenda caché. Un agenda caché, c'est justement œuvrer pour qu'il y ait de la sécurité dans les 3 pays. Vous n'êtes pas sans savoir que cette rencontre-là a eu lieu au lendemain de cette visite du ministre des Affaires étrangères russe, oui, Sergei Lavrov, qui justement est allé au Mali et a réitéré l'engagement de la Russie à soutenir les pays sahélo-sahéliens et en plus les pays côtiers. Donc aujourd'hui... Donc vous l'aviez dit tout à l'heure, ces pays ont demandé, vous avez fait la liste à certaines puissances de partir. Maintenant, c'est le temps d'inviter d'autres puissances, notamment la Russie à venir. Tout à l'heure l'exemple de la Guinée qui, à un moment donné, n'a pas demandé à tout le monde de partir, mais a résilié le contrat. Même le Burkina Faso n'a pas demandé à tout le monde de partir. Justement, et parce que le ministre s'est prononcé là-dessus, il a clarifié les choses, que le Burkina n'a jamais demandé à la France de partir. Mais comme je le dis, c'est-à-dire que c'est des pays qui ont compris qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre en autarcie. Aucun pays ne souhaite vivre en autarcie et aucun pays ne souhaite vivre en vase clos. Donc, il faut justement nouer des partenariats, ou bien il faut toujours être en partenariat avec un tel État. L'expérience a été faite avec la France. Je suis juste désolé parce que c'est de ça qu'on parle, on ne va pas tourner autour du pot. L'expérience a été faite avec la France et à un moment donné, on s'est arrêté, on a fait le bilan et on s'est rendu compte que ça n'a pas marché et ça n'a pas arrangé une partie. Donc il faut justement rompre ce contrat-là et aller vers d'autres puissances occidentales. C'est de ça qu'il s'agit parce que les 3 mêmes pays dont on parle, ils constituent en quelque ils sont de facto des partenaires comme ça. Et comme quelqu'un l'a dit, à la longue, ils vont poser des actes encourageants qui vont justement aiguillonner d'autres pays à vouloir les rejoindre. Aujourd'hui, on parle du G5 Sahel. Je ne veux pas aller jusque-là, mais je crois que c'est un G5 Sahel bis qui est en train de créer là-bas. Comme je le dis, ils partagent les mêmes histoires, ils vont vouloir faire les choses ensemble, ils vont vouloir se mettre ensemble aujourd'hui, on l'a dit également. C'est-à-dire que c'est de à ce qu'aujourd'hui le pouvoir revienne aux civils. Parce que ça veut dire que ces 3 gouvernements-là savent que l'armée doit être dans la caserne, que le rôle de l'armée, ce n'est pas de venir prendre le pouvoir. Ils vont travailler justement qu'il y a de la sécurité, il y a de la paix. Vous avez confiance, apparemment. Bien sûr que j'ai confiance. Bien, parce qu'ils l'ont dit. Ils l'ont dit, c'est-à-dire que dans quelle mesure travailler pour réussir la transition politique. C'est parce qu'ils l'ont dit et vous croyez, vous avez confiance ou vous voyez... C'est juste parce qu'ils posent des actes qui vont dans ce sens-là. Quand vous prenez un gouvernement malien qui aujourd'hui est au front justement pour assurer la sécurité, c'est-à-dire qu'ils mettent le pays sur des bons rails de sécurité avant de remettre le pouvoir aux civils. Je pense que c'est de bonnes guerres. Le Burkina en fait de même. On a vu la sortie de la ministre des Armées qui disait que le Burkina Faso a une armée qui est déterminée, tout comme les volontaires qui sont prêts à assurer la défense de la patrie. Et ces gens-là, sauf qu'on voit les tueries sans cesse. On voit les tueries, ça existe toujours. Même au temps des Français, au temps de la force Barkhane, au temps de l'opération Sangaré, les tueries existent toujours. Mais sauf qu'on n'arrive pas à faire cette différence, c'est-à-dire que quand ces morts-là sont constatées et quand en présence des Français, on trouve que les Français ont tué des terroristes. Mais quand ce sont les autochtones, c'est-à-dire que quand ça se produit par exemple au Burkina Faso, on va vous dire que l'armée burkinabé a tué des civils. C'est de ça qu'il s'agit. Tout est question de communication et dans ce genre de figure-là, chacun essaie toujours de tirer le drap de son côté. Il y a une question, ou bien un point qui est aussi important, Joachim Italake, c'est l'exploitation des ressources minières de ces 2 pays. Alors quand on voit 3 pays africains qui se réunissent et qui parlent de l'exploitation des ressources minières, c'est quand même intéressant. Oui, ça a été toujours intéressant. Vous voyez une France qui a aussi des SDF dans son pays, qui a aussi des chômeurs et tout, et des gens qui manquent aussi de l'argent, venir prendre soin
des bébés africains comme ça sans pour autant avoir un intérêt. Il faut ici être clair, sans cacher. Vous souhaitez qu'ils ne viennent pas, que les Africains s'occupent de leurs bébés abandonnés? En réalité, c'est ce qui nous manque en fait. Si aujourd'hui nous peinons à relever le défi de développement dans nos pays d'Afrique, c'est justement parce que nous ne sommes pas capables de valoriser nos propres ressources. Moi, je vais même jusqu'à aller dire que si aujourd'hui tous les partenaires européens ou asiatiques ou même américains refusaient carrément de revenir en Afrique et de nous laisser carrément, qu'est-ce qu'on pourra faire avec nos ressources? L'or est là, le pétrole, on ne pourra pas en réalité faire l'extraction et faire tout ce qu'on peut parce que nous manquons en réalité de l'industrialisation de nos Et justement, ces trois pays ne peuvent pas transformer les ressources minières. Ils comptent sur qui? Sur la Russie, par exemple? Bien sûr, ils font appel à d'autres partenaires. Et bon, notamment la Russie qui est aussi à bras ouverts, puisqu'on a tenté avec d'autres partenaires, ça n'a toujours pas donné ce qu'on espérait. Et donc, si la Russie est disponible à pouvoir donner, à prêter main forte, mais moi, je vais au-delà de cette proposition pour dire pourquoi est-ce que la CEDEAO, l'Union africaine, ne pouvons pas, parce que on peut dire la majorité des ressources nécessaires pour la survie de l'humanité se trouvent en Afrique. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons réellement pas à mettre en place un système qui nous permettra d'exploiter nos propres ressources et que c'est des partenaires qui doivent venir le faire et en même temps nous les revendre? C'est là où il y a un problème. On a comme l'impression qu'il y a un souci que vraiment même les chefs d'État n'arrivent pas à déceler. L'Afrique du Sud le fait, mais on vient de parler de ce pays qui rencontre des soucis. Oui, c'est possible. Et puis c'est de là qu'il faut maintenant relever aussi le fait de faire et de laisser faire. Je parle ainsi de la corruption. Alors, si nous arrivons réellement à exploiter, à transformer, à faire tout ce qu'on veut avec nos ressources, je pense que nous allons avoir la même mise sur toute l'économie et nous n'allons plus forcément avoir besoin de quoi que ce soit pour survivre. Vous vous rendez compte que dans un pays comme, je peux dire, le Mali, si le Mali transformait en réalité tout sous son sol, je pense que son économie va même dépasser l'économie de la France. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais malheureusement, on ne le fait pas et on fait un débat qui dépasse même, qui est au plus bas degré de l'échelle. Alors, tout le problème de l'Afrique et des Africains, c'est que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de mettre en place des industries pour pouvoir faire la transformation de ressources de nos sous-sols. Et le débat devrait se centrer sur ces questions-là. S'il n'arrive pas, et si on n'arrive pas à le faire et que si nous ne sommes pas capables de le faire, il est simplement inutile qu'on nous parle du développement de l'Afrique. Vous pensez que ces pays qui sont dirigés par des militaires ont cette vision, la vision de pouvoir transformer les ressources minières en Afrique à travers leur démarche, comme Valentin Mayaba? Non, cette question, à mon avis, ne m'intéresse pas trop. Parce que quand vous dites les gens qui ont le treillis, vous savez, aujourd'hui, la donne change. Hein? Quand on dit militaire, c'est vrai que le rôle premier du militaire, c'est l'intégrité, protéger l'intégrité. Mais c'est des intellectuels, c'est des gens qui réfléchissent. Des docteurs même. C'est des docteurs, c'est des gens qui ont des diplômes, qui ont une vision. C'est pas parce qu'il a le treillis qu'il n'a pas la tête. Je suis désolé de le dire comme ça. C'est pourquoi nous disons qu'à l'époque, ça a existé, parce que ceux qui venaient dans l'armée, bon, ce n'est pas l'école, ce n'est pas ceci. Aujourd'hui, ce n'est pas la même donne. La donne a changé véritablement. Et donc, dire que ceux qui sont aux affaires actuellement en tant que militaires, si on pouvait reformuler, on pouvait redéfinir les contours autrement pour dire que l'armée aussi peut prendre le pouvoir, je pense qu'on n'en arrivait pas là. Parce qu'aujourd'hui, les gens estiment que quand tu es... Quand tu es militaire, tu n'as pas droit à la politique, c'est tout ce qu'ils connaissent. Mais au même moment, les gens, chez nous ici, les gens ont pris le treillis, ils ont laissé quelque part, ils font la politique et ils le font bien. Je ne veux pas donner des noms, vous le connaissez, le député Jerry Tama. Et donc aujourd'hui, cela vous il le fait bien. Il le fait bien, à mon avis. Quand je dis il le fait bien, non, c'est juste il fait des débats politiques, il a des... Enfin, d'abord même, il est président d'un parti politique. Il a été candidat aux élections présidentielles. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a aussi une vision. Peut diriger un pays. Voilà, qui peut diriger un pays. Le Togo. Justement. Donc, pour dire que
Aujourd'hui, la question d'un militaire avec l'Érythrée peut avoir cette vision, je dis non. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire comme Djiritama, par exemple? Démissionner, oui, justement, prendre, démissionner et prendre. Comme nous le disons, les tests ne permettent pas, comme on le dit actuellement, quand tu es aux affaires, bon, enfin, quand tu es militaire de revenir au pouvoir, les tests ne le permettent pas. Donc, il faut forcément que quand tu veux devenir politique, il faut faire un coup d'État. Non, pas faire un coup d'État. il faut sortir le treillis. Voilà, il faut sortir le treillis, tu le mets quelque part et tu viens prendre la blouse de la politique et tu la fais bien. Et donc, à mon avis, aujourd'hui, les militaires qui sont au pouvoir et qui sont aux affaires, ils le font bien. Sauf que ce qui zappe les efforts qu'ils font, c'est parce qu'ils sont militaires. Enfin, ils sont militaires et que cette question, c'est comme on dit, quand tu fais bien, même que derrière celui qui était, et tu fais une continuité, que tu fais bien, les gens ne voient pas ce que tu es en train de faire comme effort. On va s'appeler ça parce que derrière ce qui était, c'est comme on le dit, de succession du père au fils. Même si le papa ne faisait pas bien, que le fils vienne faire du bien, il est zappé par les efforts du papa parce qu'on le dit, parce que là, le treillis zappe les efforts des nouvelles autorités actuellement au pouvoir. Mais je pense bien que, comme nous le disons, ces assises-là, que les trois pays ont eu à connaître, il faut les concrétiser, il faut les mettre dans la matière, il faut trouver de la matière dans cette question-là pour véritablement trouver des enjeux. Parce que les enjeux, c'est quoi? Vous l'avez dit ici, c'est la diversification des partenaires. Moi, il y a une question qui m'a pas plu assez. En fait, nous savons depuis longtemps que la France a voulu instrumentaliser la sous-région dans son ensemble. Parce que quand on parle de la France, on parle de l'Afrique. Quand on vient dire sommet France-Afrique, tout ça là, vous avez vu comment les débats étaient vraiment à un niveau donné. Et pour les Africains, pour certains des Africains, on dit que non, c'est une instrumentalisation. Pourquoi c'est un seul pays contre toute une Afrique? Donc c'est un peu difficile. C'est pas seulement la France. Oui, il y a Russie, Afrique également. États-Unis, Afrique. Je ne refuse pas. C'est pourquoi, dans notre entendement, nous devons comprendre qu'il y a deux niveaux de vie. C'est pourquoi on parle des pays du Nord et des pays du Sud. Ça ne peut jamais s'exclure dans les questions dont nous parlons. Quand on dit même l'Afrique se dit elle doit prendre en charge sa propre industrialisation, on a besoin de ces pays du Nord. Parce que, quoi qu'on dise, vivre l'Afrique sans les autres, comme les autres sans l'Afrique, ça n'existe pas. Nous devons vivre avec des partenaires sûrs, des partenaires gagnant-gagnant. Le mal, c'est parce que nous n'avons pas de partenaires gagnant-gagnant. Même si la France venait avec des contrats que nous avons et qu'il y a les résultats qui suivent ces contrats-là, les gens ne parleront pas. Aujourd'hui, le problème, c'est que quand on tente d'amener un autre partenaire qui est de la concurrence, ça frise un peu, ça frustre un peu les autres qui étaient déjà sur le terrain. Et malheureusement, c'est à quoi nous assistons. Et les gens sont en train de prendre leur destin en main pour dire non, il faut vraiment la souveraineté de ces États-là. Il faut que les populations vivent leur souveraineté et que nous puissions évoluer autrement. N'en déplaise, quoi qu'on dise aujourd'hui, les gens sont prêts à taper, à renverser la tendance en prenant quand même ce bâton de pèlerin là, aller devant l'Afrique et défendre ses intérêts. Parce qu'aucun partenaire ne viendra sur l'échiquier politique, enfin sur l'échiquier africain, sans penser à ses intérêts. Il y a toujours les intérêts qui sont mis en jeu, mais nous, Africains, devons prendre des dispositions pour que, en venant les contrats que nous signons avec ces partenaires-là, que ce soit des contrats gagnant-gagnant. Parce qu'au-delà de tout, nous ne pouvons pas. À l'heure où nous parlons avec cette mondialisation, nous n'avons qu'à travailler dans le partenariat, puisque c'est le seul moyen disponible et sûr. Puisque même quand vous prenez des pays comme les États-Unis, ils vivent des autres. Ils vivent des autres. Les grandes puissances vivent des autres. Parce que c'est le petit à côté du grand qui fait l'homogénéité. Sans ça, vous ne pouvez pas grandir. C'est pourquoi nous disons que l'Afrique, dans ses approches, en disant non, nous pouvons nous prendre en charge seuls. Ce débat, je ne suis un peu sceptique là-dessus parce que sans les autres, c'est vrai, nous pouvons tout faire. Nous ne pouvons pas quand même penser que sans l'extérieur ou sans l'Europe ou sans les autres continents, nous pouvons évoluer seuls. C'est également avec les autres continents, sans l'Afrique aussi, nous ne pouvons pas évoluer seuls. Donc, cherchons à trouver des partenaires ou à travailler dans le partenariat gagnant-gagnant, mieux que de dire qu'individuellement, nous pouvons évoluer. Allez, on va marquer la pause pour le journal, puisqu'il s'impose. On revient pour la suite avec vous, nos chers invités.